Madame Chantal Delsol est professeure émérite des universités en philosophie, membre de l'Institut au titre de l'Académie des sciences morales et politiques qu'elle a présidée en 2015. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages de philosophie, d'essais, de romans. Elle est éditorialiste au Figaro. Parmi ses publications récentes, je citerai Le crépuscule de l'universel en février 2020 et tout récemment La fin de la chrétienté en octobre 2021. Et en tant que pédiatre, j'ai bien apprécié, madame, votre petite philosophie de l'enfance, qui est un bijou, publié en 2017. Merci, madame, de nous honorer de votre présence. De l'homme jusqu'où aller trop loin, vous avez la parole. Merci de votre accueil, chers confrères, chers collègues, chers amis. Alors, nous avons discuté avec Hilaire Giron de ce sujet. Je parlais d'un socle anthropologique et il m'a proposé le titre « De l'homme jusqu'où aller trop loin ». Donc, c'est le titre que nous avons pris. Je vais vous préciser, pour commencer au début, de quoi il est question exactement, parce que ça, on peut se demander, il est question ici des limites. Jusqu'où peut-on aller? Mais je ne prétends pas proposer des limites. Je ne parle pas des limites en question, je parle de la question de savoir comment nous allons trouver les limites aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un problème actuellement, à notre époque, pour découvrir des limites. Bon, ce socle anthropologique, s'il existe, dont on ne peut pas s'affranchir, comment le trouver? Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les dogmes thomistes qui nous donnent la clé de ce que nous pouvons faire ou pas faire, comme ça a été le cas pendant à peu près 16 siècles, enfin en tout cas avant saint Thomas, il ne s'agissait pas de saint Thomas mais d'un autre. Nous avons été, pour ainsi dire, guidés et même tenus par les dogmes chrétiens. Aujourd'hui, ce sont des comités d'éthique qui éventuellement nous disent jusqu'où on peut aller, et dans les comités d'éthique, je le rappelle, il y a toutes sortes de croyances, confessions, appartenances. Donc, comment connaître les limites? Je précise aussi, en commençant, qu'on parle ici de transhumanisme et non pas de posthumanisme. Parce que le posthumanisme, ça ne marche pas? Ah, pardon, excusez-moi. Le posthumanisme, aujourd'hui, ça signifie une vision holistique de la centralité de l'homme. De l'humain. L'humain n'est plus séparé des autres vivants, n'est plus séparé de son environnement naturel. Ce qu'on appelle le post-humanisme, c'est la lutte contre ce qu'on a appelé le dualisme. Le fait qu'il y ait, si vous voulez, la foi et la raison, l'homme et l'animal, l'âme et le corps. Bon, nous avons été maintenus par une pensée dualiste pendant très longtemps. Le posthumanisme va à l'encontre de cette pensée dualiste et restitue une pensée, pour ainsi dire, unitaire, on dit holistique aussi, qui, à mon sens, ressemble à la pensée asiatique, mais c'est tout à fait une autre question. Donc pour vous dire que je ne parle pas ici du posthumanisme, mais je parle du transhumanisme, c'est-à-dire de la possibilité d'augmenter, d'améliorer l'humain, si vous voulez. Le post-humanisme est une pensée, je dirais, pré-occidentale, peut-être une pensée post-occidentale, je ne sais pas, tandis que le transhumanisme concerne notre actualité sociétale. Et la question est, pour améliorer l'humain, donc transhumanisme, pardon, pour améliorer l'humain, est-ce qu'il y a des limites qui s'imposeraient à notre pouvoir technique? Et s'il y a des limites, comment est-ce que nous pouvons les trouver? À partir de quel genre d'arguments, de quel genre de discipline, de quel genre de croyances, dans la mesure où il n'y a plus de consensus. Nous ne sommes plus dans des sociétés à consensus. On pourrait aussi poser la question en même temps, pourquoi faut-il des limites? Alors, je vais essayer de répondre à ces questions qui sont très générales, et il ne s'agit pas, encore une fois,
de dire quelles sont les limites ou quelles pourraient être les limites, même si je proposerai un certain nombre, je montrerai un certain nombre d'analyses qui font des propositions à cet égard. Alors, il faut dire d'abord que les limites sont toujours posées par la morale du lieu. Il y en a toujours. Dans toutes les cultures, il y a des limites. La morale du lieu, qui est inspirée par des traditions en général, par des coutumes, par des croyances, tout cela concernant l'ordre du monde. Par exemple, je vous donne un exemple. En Chine, aujourd'hui, quand on parle du clonage reproductif, eh bien, depuis les années 2000, il y a une grande discussion en Chine autour du clonage reproductif et en général, la désapprobation, l'interdiction. Pourquoi ? Parce que le clonage reproductif apporterait le désordre dans les générations et détruirait les familles. Vous savez à quel point la famille est importante dans la tradition chinoise. Ça, on peut le trouver dans un certain nombre d'ouvrages, notamment qui ont été dirigés par notre consoeur Mireille Delmas-Marty, où l'on voit que voilà, la limite, là, est donnée par des traditions, des coutumes. Chez nous, dans l'Occident de tradition chrétienne, les limites étaient posées par les dogmes chrétiens. C'était les dogmes chrétiens qui donnaient la loi naturelle, c'est-à-dire la frontière au-delà de laquelle on ne peut pas s'aventurer. C'est ça, la loi naturelle. Dans les sociétés occidentales, les croyances religieuses, les croyances morales précédentes, issues du christianisme, ont été balayées. C'est là où on vient de parler tout à l'heure de la reproduction, presque du refus de la filiation, bon, et puis de l'euthanasie. Et tout cela répond à une sorte d'effacement des croyances religieuses et morales précédentes. Alors, il peut sembler, je dis bien il peut sembler, parce que ce n'est pas exactement ça qui se passe, que dans ce cadre-là, dans le cadre d'un effacement des croyances précédentes, plus rien ne va arrêter l'hubris technologique. Autrement dit, pour nous, il n'y aurait plus que la volonté et la liberté individuelle complètement illimitées, évidemment limitées uniquement par nos capacités techniques. Mais ça ne marche pas exactement comme ça. Nous savons très bien, il n'y a pas besoin d'être un vrai sage pour le savoir, il y a très peu de vrais sages, comme vous savez, hélas, c'est idéologique de croire que plus on émancipe et meilleur c'est. De croire que plus on émancipe et plus on peut passer sur les conséquences. On sait qu'il y a toujours des conséquences. Nous allons évidemment de plus en plus loin, PMA, GPA, changement de sexe, des enfants qui changent de sexe, et je trouve que c'est la chose la plus effrayante qu'on puisse voir actuellement. Eh bien, nous nous demandons quand même, en tout cas beaucoup d'entre nous se demandent avec inquiétude, si nous ne sommes pas en train de déranger un ordre. Mais quel ordre ? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quel ordre nous pourrions être en train de déranger. C'est pas que nous soyons saisis par une sorte de crainte métaphysique, non. La crainte métaphysique nous inquiète plus beaucoup, je crois. Ouais, pardon. C'est parce que... Ah oui, d'accord, ça va mieux. La crainte métaphysique ne nous inquiète plus beaucoup. Mais les plus raisonnables d'entre nous, en tout cas, se demandent si, en faisant cela, ils ne vont pas produire des effets pervers inattendus. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre au départ, je crois, c'est que nous refusons de nous voir assigner des limites par une culture particulière, par exemple la culture chrétienne, qui anciennement était reine, il n'y a pas si longtemps encore, ou bien, je ne sais pas, la culture marxiste, peu importe laquelle. La seule question, en fait, que nous posons aujourd'hui, c'est la question de l'universel, à savoir, est-ce qu'il y a un socle anthropologique universel au-delà duquel on ne peut pas aller ? Est-ce qu'il existe ce socle ? C'est ça qui finalement nous intéresserait le plus. Nous n'avons pas vraiment envie de nous confier à des coutumes particulières. Nous préférerions découvrir des limites universelles si elles existent. Alors, je vais partager mon propos en plusieurs points, en 3 points. Et dans la première partie, je voudrais vous parler des dogmes et des phénomènes, ou si vous préférez, de la nature de l'homme et de la condition de l'homme.
pour laisser comprendre où nous en sommes, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, sur cette question des limites, je voudrais donc vous montrer le passage tout récent, le XXe siècle, de la nature à la condition ou des dogmes au phénomène, qui en fait revient au même. C'est une transition très importante, à mon avis, en tout cas pour notre question d'aujourd'hui, qui marque l'effacement très lent des convictions chrétiennes dans nos sociétés, ça depuis la saison révolutionnaire, et même d'ailleurs depuis la Renaissance, on peut dire, et cet effacement qui s'accentue et qui connaît son acmé au XXe siècle. Pour la pensée chrétienne qui structurait, qui irriguait nos sociétés depuis la fin du IVe siècle, l'homme a une nature, je mets nature entre guillemets, une nature éternelle, une nature voulue et donnée par Dieu. C'est dire qu'elle est même au-delà de la nature au sens nature naturée. Et c'est cette nature qui fonde le droit naturel. Le droit politique et le droit juridique, si on peut dire, doivent se conformer à la loi naturelle. Il est donc, ce droit, objectif et non subjectif, c'est-à-dire que nous avons une loi naturelle qui ne dépend pas des cultures particulières. Notre droit se réfère à la nature, encore entre guillemets, qui est décrite par les docteurs comme Thomas d'Aquin. Et en fait, le docteur principal étant Thomas d'Aquin. Les limites de nos actions sont donc dictées par ces lois qui nous préexistent, c'est pas nous qui les avons faites, elles nous font au contraire, et que nous n'avons pas le pouvoir de changer. Autrement dit, ici, dans ce cadre-là, l'homme en tant que créature de Dieu est défini déjà défini, et n'est pas transformable. C'est ce qu'on appelle la nature. Eh bien, c'est dans cette même culture chrétienne, à l'intérieur même de cette culture chrétienne, que se développe au XXe siècle un courant de pensée très différent, qui pour autant d'ailleurs ne récuse pas le christianisme, mais qui va permettre la transition à d'autres pensées. On peut agréer ou ne pas agréer, c'est pas mon problème, j'essaie de décrire. Alors, le début du XXe siècle, c'est à la fois le renouveau du thomisme avec Jacques Maritain, etc., mais c'est surtout, en tout cas pour la suite, l'apparition de la phénoménologie avec Husserl. C'est une découverte ici qui est tellement importante qu'on peut le dire avec certitude, depuis un siècle, nous autres philosophes, nous sommes tous husserliens. Je dis bien tous. Ça signifie que nous avons abandonné l'idée de nature, je mets ça encore entre guillemets, pour aborder ou adopter celle de condition. La nature était fixe, la condition est évolutive. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au fur et à mesure de l'avancée des sciences contemporaines, de ce qu'on appelle la modernité, s'est installée l'idée selon laquelle, finalement, l'être, c'est le devenir. C'est un changement complet, si on peut dire, de braquet. Ou si on préfère, pour reprendre les mots du grand scientifique épistémologue Whitehead, il n'y a pas des êtres, mais il y a des événements. Encore une fois, c'est une pensée très asiatique, mais c'est pas de ça que je veux parler. Peut-être que nous sommes en train de devenir asiatiques. Les Asiatiques, comme vous savez, prônent l'impermanence de tout. Si vous dites que l'être, c'est le devenir, d'une certaine manière, vous vous avancez vers l'impermanence de tout. En tout cas, les conséquences sont immenses pour ce qui concerne les limites anthropologiques et morales. Ces limites deviennent flottantes, irrémédiablement flottantes. Nous pouvons tenter de décrire, au milieu de plein de débats, une condition humaine. C'est pas du tout une nature humaine, fixe, immobile, prévue pour l'éternité, depuis l'éternité, pas du tout. C'est une condition, c'est-à-dire, on pourrait dire ça, à quelle tragédie, au pluriel, nous sommes confrontés en tant qu'humains. C'est ça la condition. Et il y a une condition humaine, on peut dire aussi qu'il y a une condition de l'adolescent, ou une condition de la personne âgée, une condition de la femme, une condition de l'homme. C'est-à-dire à quelle tragédie, au pluriel, nous sommes confrontés quand nous sommes adolescents, âgés, femmes, hommes, etc., etc. Et s'il existe quelque chose de stable, parce que bien sûr, tous les adolescents sont confrontés aux mêmes tragédies, etc., mais s'il existe quelque chose de stable, on va le trouver dans ce qui est commun à tous les humains.
On ne va pas le trouver dans une nature ou une condition qui nous aura été donnée préalablement d'une manière métaphysique et transcendante, pas du tout. Mais on va regarder tout ce qui se passe chez les humains, on va s'apercevoir, par exemple, que tous les adolescents du monde sont soumis aux mêmes questions. Par exemple, des questions identitaires, etc. Et donc, c'est en regardant les humains qu'on va comprendre ce qu'ils sont, et par conséquent, qu'on va être amené à comprendre où sont les limites. C'est-à-dire que, et ça à partir de Husserl, il faut bien le dire, la vérité des dogmes est délaissée au profit de l'étude des phénomènes. Décrire la condition d'un adolescent en quête d'identité, c'est décrire un phénomène. Et c'est là qu'on va quêter les universels. Ou si on préfère, je dis plus concrètement, il ne nous intéresse plus guère, je vous donne un exemple précis, il ne nous intéresse plus guère, même plus du tout, de savoir si Thomas d'Aquin avait criminalisé l'inceste. J'allais dire, on s'en fiche. Mais plutôt ce qui nous intéresse, c'est de savoir que tous les peuples, dans le temps et l'espace, interdisent l'inceste. Vous voyez le passage de la nature transcendante, qui est ici décrite par Thomas d'Aquin parce que c'est quand même le plus grand, à la condition qui est révélée par les humains dans le temps et l'espace, c'est-à-dire l'universalisme humain. Alors, il faut dire que l'importance de l'universel humain, c'est-à-dire ce qui se passe absolument partout dans le temps et l'espace, a été notée au tout début de la chrétienté, parce que la chrétienté a duré tellement longtemps que, je dirais, elle a pratiquement tout inventé. Ici, dans ce cas précis, l'inventeur, c'est un homme du 5e siècle qui s'appelle Vincent de Lérins. Il écrit un texte qui s'appelle le Commonitorium, et il donne 3 critères pour distinguer la vérité de l'erreur. Je cite, le premier critère consiste dans l'unité de la foi à travers le temps et l'espace. Il écrit ceci, dans l'Église catholique elle-même, il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Autrement dit, c'est écrit en latin en l'occurrence, c'est l'universel qui nous donne l'idée, ici, de la vérité, mais ça pourrait être aussi bien de la vérité sur l'homme, l'anthropologie, notre condition. Les critères sont l'universalité, l'antiquité, l'unanimité. Ici, déjà, donc, on voit des vérités qui sont saisies à travers l'universalité des phénomènes, davantage qu'à travers l'énonciation des dogmes. Et il ne dit pas, il faut croire ce que tel docteur, ça ne peut pas être saint Thomas, c'est bien avant, a donné pour vrai. Non, il faut croire ce que tout le monde croit partout et toujours. C'est tout à fait intéressant. Donc les critères sont trouvés sur la Terre davantage que dans les liens avec la transcendance. Et plus tard, beaucoup plus tard, mais très tôt par rapport à nous, au XVIIIe siècle, le très grand penseur Jean-Baptiste Vico, un napolitain, apparaît comme le véritable précurseur de la phénoménologie, un véritable précurseur de Husserl et de ses disciples. Il décrit des universaux qui délimitent la condition humaine. Par exemple, Vico écrit, dans ses ouvrages qui sont, je reconnais, un peu complexes, mais bon, on peut aussi en lire des analyses qui sont très bien faites. Il y a des très bons spécialistes de Vico en France aujourd'hui. Les humains, quel que soit le temps et quel que soit le lieu, dans toutes les cultures, se donnent une religion, se marient et organisent des funérailles rituelles. Ce sont trois analyses de la condition humaine, selon Vico, pour dire ça existe partout et malheur à celui qui va déroger à ça. Autrement dit, ce qui est présent dans toutes les sociétés, primitives ou plus civilisées, peu importe, doit bien représenter un marqueur qui serait difficile d'outrepasser. Alors, au XXe siècle, l'affaissement massif de la foi religieuse, en même temps que l'évolution très importante et très rapide des mœurs et des croyances, qui sont dès lors fondées sur le devenir, sur l'ontologie du devenir, suscite la marginalisation des arguments thomistes. Je n'ai rencontré dans ma vie qu'un seul groupe de philosophes qui croyaient encore en Thomas d'Aquin, et vraiment de façon très forte, c'était des philosophes chiliens dans une université de Santiago. Mais c'est vraiment... je n'en connais pas d'autres,
vraiment, je veux dire, un groupe de philosophes qui entretiennent le thomisme autrement que comme une histoire de la philosophie, si vous voulez, parce que bien sûr, tout le monde s'intéresse à saint Thomas comme l'histoire de la philosophie. Alors, marginalisation de ces arguments, et les arguments thomistes apparaissent, alors qu'ils se donnent pour essentiels, bien sûr, puisqu'ils sont transcendants, apparaissent comme circonstanciels, et même plus circonstanciels que jamais. Thomas d'Aquin tenait l'esclavage après tout pour naturel. Il écrit l'homme a besoin d'esclaves, je cite, au titre de biens extérieurs comme la nourriture. Donc, si vous voulez, tout ça, évidemment, relativise les textes en question. Après le courant de Jacques Maritain, les écrivains chrétiens vont être pratiquement tous phénoménologues. Il n'y aura plus de thomistes. Un personnaliste comme Paul-Louis Landsberg, que j'aime beaucoup, je préfère le personnalisme de Landsberg à celui de Mounier, mais enfin, c'est une question personnelle peut-être. Il écrit ceci, je cite, « J'avoue ne pas comprendre comment on pourrait être contre la loi naturelle, une chose qui se trouve pratiquée, acceptée et souvent glorifiée chez tous les peuples non chrétiens. » Autrement dit, nous autres chrétiens, nous n'avons quand même pas décrété la loi naturelle contre ce que tous les autres pensent. Ça, c'est un argument typique de phénoménologie. Dans les livres, par exemple, de quelqu'un comme Descola, qui n'est pas un chrétien, quand il fait apparaître le naturalisme, ce qu'il appelle le naturalisme, c'est notre humanisme d'obédience d'origine chrétienne, il fait apparaître ce qu'il appelle donc le naturalisme comme une interprétation du monde parmi d'autres. Ce qui paraît effectivement évident. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Et il s'exclame, comment est-ce que nous avons pu croire si longtemps que nous étions les découvreurs de l'unique interprétation du monde? Comment est-ce que nous avons pu croire que la loi naturelle, si elle existe, pourrait être dictée par notre culture, la loi de notre Dieu, et non pas par le commun visible de tous les humains? Autrement dit, il n'est pas chrétien évidemment, mais il reprend l'argument phénoménologique. Alors, ça signifie que nous n'avons pas le monopole de la description de la loi naturelle. C'est en tout cas aujourd'hui ce que chacun pense. Si on croit à l'existence d'une loi naturelle, ou si on la cherche, eh bien désormais on va la chercher dans un universel concret, c'est-à-dire l'ensemble très vaste des pratiques humaines, comme chez Vico déjà, et non plus dans les dogmes de la tradition. C'est un pas très important pour nous permettre de comprendre les limites. Alors, je voudrais maintenant parler de Lévi-Strauss et de Mauss, et de ce qu'on a appelé le roc, c'est-à-dire ce à quoi on ne peut pas déroger. On en vient effectivement à la limite, le socle anthropologique. Alors, nous sortons d'un moment de l'histoire, c'est-à-dire le XXe siècle, pendant lequel les espérances de la modernité étaient absolument sans bornes. On s'est imaginé que le progrès scientifique et technique allait nous affranchir de tout, que les seules limites, qu'on écrivait avec des guillemets ironiques, que les seules limites étaient celles posées par des religions et par des morales en mal de domination, et l'idée même de la loi naturelle est devenue, après la Seconde Guerre mondiale, un leurre qui était inventé par les clercs pour imposer leurs propres lois. Mais, faute de croire encore aux affirmations sur la loi naturelle, on s'applique quand même à l'étude des sociétés humaines sur lesquelles on possède de plus en plus de données depuis un siècle. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de Marcel Mauss. On pourrait évidemment en donner d'autres. Marcel Mauss, comme vous savez, est appelé le père de l'anthropologie française, un peu comme si l'anthropologie naissait au moment même où la théologie perd son autorité, et d'ailleurs c'est bien le cas. Mauss écrit, comme vous savez, l'essai sur le don au milieu du XXe siècle. Il s'aperçoit que les sociétés anciennes, ce qu'on appelle les sociétés anciennes, sociétés primitives, mais le mot primitif est peut-être mal compris ou mal vu, donc on préfère parler sociétés anciennes, il y a d'autres mots, sont structurées autour du triptyque donner, recevoir, rendre. Et il appelle cela le roc. Autrement dit, pour lui,
c'est une architecture humaine fondatrice qui ne saurait pas être abolie. Autrement dit, une limite. Alors, bon, je ne partirai pas dans les arguments de Marcel Mauss, parce que ce n'est pas vraiment mon propos ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer les réactions de l'époque au travail de Mauss sur le don. Une protestation générale. Pourquoi? Eh bien, par exemple, pour tout le courant de Bourdieu, le don est obscène. Le don est obscène parce qu'il rappelle la charité chrétienne. Il n'est jamais pur d'intention. Hélas, dans la vie humaine, rien n'est jamais pur d'intention, comme vous le savez. C'est sans doute triste, mais enfin, nous sommes ainsi, nous sommes mélangés. Aucun d'entre nous n'est complètement pur ou ne peut prétendre qu'il est un ange. Mais en tout cas, Bourdieu et toute son équipe récusent le don en donnant cette raison-là, parce qu'il n'est pas pur. Il y a une tendance de la philosophie à cette époque de rechercher le pur. On pourrait décrire ça par le menu. Mauss affirme, prétend avoir trouvé, en tout cas affirme qu'il a trouvé, ou prétend avoir trouvé, ce qu'il appelle, je le cite, le roc de la morale éternelle, alors que l'anthropologie décrite par la théologie avait été récusée. Il y a là un retour à l'anthropologie, c'est-à-dire à une description de l'homme à partir de la phénoménologie, c'est-à-dire à partir de la description des différents peuples et de ce qui se passe de manière générale chez tous les peuples. Prétendre avoir découvert ici un roc de la morale éternelle, alors que l'effacement de la religion était censé nous mettre à l'abri de toute ontologie, évidemment, c'est mal compris par les contemporains de Mauss. Dans le sillage de Mauss, c'est le même type de discours que nous allons entendre quand même chez des gens qui reprennent ces thèmes et qui le suivent, des gens comme Alain Caillé, Claude Lévi-Strauss, Emmanuel Terray et d'autres. Ils pensent, ces auteurs, qu'il n'est pas possible que le seul commun entre les hommes soit la biologie. Il doit y avoir un socle culturel commun, même s'il est très général, parce qu'évidemment les cultures sont diverses, et probablement elles le seront toujours. Il doit exister ce qu'on peut appeler des universaux culturels, même s'ils sont très généraux. Ce sont à la fois des socles anthropologiques et des limites anthropologiques. Si on revient à Vico parlait des fantasias. C'est un Italien, hein, il y a des anges en Italie, vous savez. Les universaux imaginaires, on peut traduire ça comme ça. Si on revient donc à ces universaux de Vico, qui sont la religion, le mariage, les funérailles, eh bien, on peut parler ici d'un socle culturel commun. C'est ainsi que Lévi-Strauss parle de la prohibition de l'inceste. Il dit qu'il s'agit d'un interdit culturel universel et qui, du fait de son caractère universel, s'approche de la nature. Nous avons là presque quelque chose qui est intermédiaire entre la nature et la culture. Dans les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss fait de l'interdit de l'inceste un universel que chaque culture vient décliner de façon particulière. Mais c'est un universel. Et pas de doute, pour lui en tout cas, l'interdit de l'inceste représente une limite anthropologique, un roc de la morale éternelle, si on reprend les termes de Mauss, que chaque société humaine vient habiter différemment. Dans le même ouvrage, Lévi-Strauss expose sa théorie de l'alliance comme un des fondements des sociétés humaines. Il reprend ici Vico, l'alliance qui peut s'appeler mariage, qui peut s'appeler autrement. Cette réflexion est reprise par le grand anthropologue Maurice Godelier et par d'autres. C'est ainsi que va naître une anthropologie fondamentale qui tente de décrire, si possible de définir, les traits universels des sociétés humaines. Ce qui évidemment engendre bien des débats face aux sociétés animales, par exemple. Quand il est question du langage comme propriété exclusive de l'homme, vous avez immédiatement des gens qui s'insurgent. Mais ceci, c'est aussi en dehors de notre sujet. À partir de là, on peut proposer des exemples qui intéressent notre sujet. Les données anthropologiques universelles qui sont apportées de façon phénoménologique et non pas théologique, c'est-à-dire par l'observation et non plus par la croyance dogmatique, peuvent nous dire, par exemple, je vous cite trois
propositions, hein, j'essaye si vous voulez, de tirer le fil, peuvent nous dire que les sociétés humaines ne peuvent pas vivre uniquement sur le mode du contrat, et encore moins sur l'unique modèle du contrat économique, qu'elles se nourrissent de dons et de contre-dons. Ça nous viendrait de Marcel Mauss. Ou encore, que les sociétés humaines, étant donné la nécessité de procréer, d'éduquer et de transmettre, puisque lorsque l'humain, quand je dis homme, c'est homme et femme, lorsque l'humain naît, il n'est pas fini, comme on sait, donc nécessité d'éduquer et de transmettre, les sociétés humaines exigent des alliances et des filiations. Ou encore, troisième point, ce sont des propositions, que les sociétés humaines, toutes portées à méditer sur la mort et sur les mystères, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y a pas quelque chose derrière la porte, hein. Ces sociétés humaines exigent l'organisation de funérailles, ce que disait déjà Vico. Nulle part on ne rejette les cadavres sans rite, hein, nulle part. Et tout ça, si vous continuez à tirer le film, ce sont seulement des propositions, on n'est pas forcément d'accord avec moi, tout ça pourrait nous dire par exemple que l'interdiction de ritualiser la mort des proches en période de pandémie, suivez mon regard, représentait un dépassement des limites anthropologiques et morales. C'est du moins ce que je pense. Ou bien encore que les brouillages de la filiation, ou les entraves à la filiation, ou les mensonges sur la filiation, qui sont les conséquences de certaines pratiques procréatives, sont des dépassements des limites anthropologiques et morales. Naturellement, après, il y a la finesse pour déterminer ce qui serait possible ou non. Alors, je voudrais citer un troisième point qui me paraît important, qui est très différent de cela, tout de même, à mon avis, essentiel avant de terminer. Cette anthropologie, je ne sais pas en fait combien de temps vous me donnez. Non, mais je ne veux pas prendre le temps des autres. Non, mais comme Eric n'est pas venu, je me dis... Sinon, je peux m'arrêter. Hein. Bon, j'ai le troisième point. L'anthropologie phénoménologique est fragile. Elle ne suscite pas un tu-dois, évidemment. Pourquoi ? Parce que l'homme postmoderne ne s'est pas seulement affranchi des anthropologies et des morales précédentes, mais de l'anthropologie elle-même, d'une certaine manière. Il est persuadé qu'un monde nouveau va advenir, radicalement différent des précédents mondes, par exemple débarrassé de la mort, ce que pensent certains, débarrassé de la filiation, ce que pensent certains ou certains autres. On peut tout imaginer, évidemment. La description de ce qui s'est toujours fait n'intéresse pas du tout notre contemporain. Il pense que justement, ce que l'on n'a jamais fait, nous le ferons. L'inceste a toujours été interdit, et alors ? Bon, il y a des gens pour dire ça. Nous sommes inédits. Voilà ce que pense l'expérimentateur du transhumanisme et bien sûr du posthumanisme, c'est autre chose. Et cependant, il reste un point absolument rationnel. Un comportement pourrait trouver ses limites au regard de ses conséquences néfastes. C'est ce qu'on appelle la morale conséquentialiste. La fin des morales stables engendre les morales conséquentialistes. C'est-à-dire que nous n'avons plus que cela, parfois. Comme nous n'avons pas de morale, disons, donnée par des croyances, nous n'avons plus que les conséquences. On pourrait dresser des limites en cas de malheur. Si vraiment c'est un comportement qui ne marche jamais très bien ou qui marche toujours très mal, on peut dresser des limites. Le problème, cependant, est très vaste. D'abord, il est bien difficile souvent de désigner le malheur. Quoi qu'on puisse penser de la validité ou de la hauteur morale d'une éthique conséquentialiste, il y a des gens qui jugent que c'est la seule morale possible, elle est quand même très ardue à appliquer pour plusieurs autres raisons, pas uniquement parce qu'il est difficile de désigner le malheur. Je prends quelques exemples. Je prends l'exemple de la transmission et filiation paternelle. Question aujourd'hui périlleuse et qui met en jeu toute une culture. Dans les années 90, une très large enquête, qui était venue à la fois de Norvège et des États-Unis, donc de deux lieux très différents, quoique tous les deux occidentaux, avait établi que, et c'est bien précis, la presque totalité, nous sommes entre 93% et 98% selon les cas, des jeunes gens, des jeunes garçons, criminels, addicts aux drogues, délinquants, suicidaires, étaient des enfants de pères inconnus ou absents.
Attention, je ne dis pas que 95% des enfants de pères inconnus étaient drogués. Hein. Non, je dis que les enfants drogués et tout étaient à 95% de pères inconnus. Le plus intéressant, ça a été la réception de cette enquête. Elle a été littéralement camouflée. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays occidentaux, elle a été interdite. Aucun média n'a accepté d'en parler. C'est que la description de cette conséquence, parce qu'effectivement, il s'agit apparemment de ça, blâmait les mères célibataires en les désignant comme coupables directs de la criminalité des fils, en tout cas du déséquilibre des fils. Et donc, condamnait la liberté pour les femmes, qui est une liberté toute nouvelle, de se donner un enfant sans père. À ma connaissance, une enquête de ce genre n'a jamais été renouvelée. À ma connaissance, car je ne connais pas toutes les enquêtes de sociologie qui existent. Mais en tout cas, cette enquête dérangeait trop de convictions modernes. Je prends un autre exemple. Dans les années 90, toujours, un livre très intéressant d'ailleurs de l'anthropologue Cai Hua, un anthropologue chinois, avait fait beaucoup de bruit. Ce livre s'appelait « Une société sans père ni mari, l'ENA de Chine ». Très intéressant la description de ces sociétés. En décrivant cette société matriarcale et matrilinéaire, qui existe toujours dans le Yunnan, c'est-à-dire au sud-ouest de la Chine, société dans laquelle le mot père n'existe pas. On ne sait jamais qui est le père et on ne s'y intéresse pas. Eh bien, il s'agissait de mettre en valeur, pour l'auteur en question, la possibilité pour une société humaine de se passer de père. Sous-entendu, vous voyez bien, puisque ça existe dans cette société, et que, effectivement les enfants ne sont pas plus malheureux qu'ailleurs, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas chez nous ? Pourquoi est-ce que nous disons qu'il nous faut absolument un père, alors que dans certaines sociétés, il n'y en a pas ? Et d'ailleurs, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a d'autres sociétés dans le monde où le père soit pratiquement toujours absent, comme dans les sociétés polygames musulmanes. Lorsqu'un père a 25 enfants, bon, c'est quand même plus compliqué. Ou dans certaines sociétés africaines, où chaque enfant a plusieurs pères, parce qu'on ne sait pas très bien, tout ça est un peu mélangé, communautaire. Bon, évidemment, ce sont des cas différents du cas du Yunnan. Mais tout ça nous disait que nos préjugés étaient bien faibles en faveur de la transmission et de la filiation paternelle. Ce qui a continué d'être affirmé avec force lors de la période suivante, qui était marquée par le développement de la PMA sans père. Alors, en réalité, la question de la transmission paternelle est infiniment plus complexe. Parce que, c'est mon analyse, c'est le père qui éduque à la liberté. Une société où les pères sont inconnus, comme par exemple chez les NA de Chine, ou absents par polygamie, une société musulmane traditionnelle, ces sociétés-là sont immanquablement, et ça il n'y a pas d'exception dans le monde, vouées à des régimes autocratiques. Parce que si vous n'avez pas de père dans les maisons, vous avez la police dans les lycées et vous avez un pouvoir autocratique. Ça, c'est absolument systématique. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la démocratie apparaît dans une société monogame et patriarcale. Mais bien sûr, on ne va pas se soucier de réfléchir sur ce que nous perdons en perdant la paternité. On veut pouvoir s'en débarrasser à sa guise, par souci d'émancipation, et le reste n'a pas d'importance. Tout ça pour vous montrer la faiblesse de la morale conséquentialiste. Donc le conséquentialisme ne fonctionne guère parce qu'il réclamerait, disons, beaucoup d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle. La plupart des réformes postmodernes sont déployées dans une atmosphère de libération émancipatrice qui doit beaucoup, il faut le dire, à l'idéologie, laquelle se moque des faits. Nous le savons, le XXe siècle nous l'a appris, et d'ailleurs cherche à dissimuler les faits si ils viennent à la déranger. Tout récemment, une étude serrée et sérieuse d'un certain Règne russe a montré l'instabilité plus grande que la moyenne des enfants éduqués dans des foyers homoparentaux. Mais évidemment, il est inimaginable que les médias s'en emparent, parce que cette étude met en cause l'affirmation préalable et sans discussion sur laquelle 2 hommes ou 2 femmes sont aussi appropriés, voire plus appropriés, nous dit-on, pour l'éducation qu'un couple mixte. Et il en va de même pour la question actuelle des enfants transgenres, qui ne voient à quel point on dissimule les enquêtes sur les conséquences des changements de genre chez les enfants, dépression ou suicide, lorsque la Suède, qui est quand même un pays pionnier en la matière, ça on ne peut pas dire que ce soit un pays traditionnaliste,
donc pionnier en matière d'émancipation sociétale, lorsqu'elle annonce que désormais elle va demander d'attendre la majorité pour un changement de sexe, c'est là typiquement l'expression d'une morale conséquentialiste. C'est la démonstration que les juristes suédois sont des gens honnêtes qui regardent vraiment les conséquences et qui disent voilà, il y a tellement de difficultés à l'arrivée qu'il faut peut-être faire attention à ce qu'on fait au départ. Mais ici, l'exemple est complètement caractéristique, il faut comprendre que les Suédois sont des gens pragmatiques plus qu'idéologues. Il faut dire que je crois qu'ils sont capables d'une grande honnêteté intellectuelle pour admettre ainsi les débats de quelque chose qui est considéré comme émancipateur. Alors, je vais terminer ici. Je n'ai pas cherché à décrire les limites, même si on peut faire quelques propositions, limites à donner à nos technologies. J'ai plutôt cherché en amont à montrer comment penser la question des limites aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de croyances consensuelles aujourd'hui au début du XXIe siècle. Nous nous tenons dans une sorte d'espace intermédiaire, alors que les dogmes chrétiens ont fait long feu, en tout cas ne peuvent plus faire l'unanimité, et alors que des croyances alternatives ne sont pas encore apparues. Et probablement il va en apparaître. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va tomber dans un nihilisme total, pas du tout. Et en même temps, alors que notre habileté scientifique est complètement inouïe, et notre désir démiurgique tout aussi inouï, nous incite à penser que tout est possible. Alors, poursuivi que je suis par les points d'interrogation, il y a quand même une chose dont je suis sûre, c'est que l'humain est borné par le mal, par la finitude, par la mort. Et donc, si nous voulons son bonheur, nous ne pouvons pas céder à des idéologies qui nous empêchent de toujours chercher les limites, en tout cas les chercher. Je vous remercie.